Bonjour tout le monde, c'est Issou. Cette fois, on va se refaire un petit tour des régions avec la 6ème apparue dans un jeu de la série principale, Kalos. Donc ouais, aujourd'hui, on va faire un petit tour de France. Comme à mon habitude, j'en ai regroupé plusieurs dans certains points, histoire d'arriver à 50. Bon, j'ai pas autant de choses à dire que pour Sinnoh et Unis, mais on a quand même du boulot, donc on va commencer. C'est parti pour 50 faits sur la région de Kalos que vous ne saviez certainement pas. Comme d'habitude, on va commencer avec des données globales de la région. Kalos est la seule région où toutes les routes ont un nom alternatif. Par exemple, la route 1 s'appelle aussi Sentier Croquis, la route 2 le chemin Progrès et la route 3 c'est le chemin ouvert. Enfin voilà, toutes les routes numérotées ont une seconde appellation. C'est la seule région avec plus d'une spécialité culinaire médicinale qui porte le nom d'une ville. Pour Kanto, on a le croque argenta, à Owen, on trouve le lava cookie de Vermilava et la glace volute de Volucité à Unis. Bon, on a également le bonbon rage pour Johto, le vieux gâteau pour Sinnoh et le malassada maxi pour Alola, même si ces trois derniers ne portent pas le nom d'une ville. Mais à Kalos, on trouve le sablé Yan 13 et la galette Illumis. À Kalos, Bourg-Croquis est la ville la moins peuplée avec 9 habitants, alors qu'Illumis est évidemment la ville la plus peuplée avec 416 habitants, soit loin devant la seconde ville la plus peuplée qui est Relifac-le-Haut, avec seulement 50 habitants. C'est la région avec le plus de Pokémon figurant dans le Pokédex régional, avec 457 Pokémon en tout. Là où on trouve 210 Pokémon dans celui de Platine, 300 dans Noir 2 et Blanc 2, 302 à Alola et 400 à Galar et Paldea. Sachant que c'est aussi la région qui a introduit le moins de nouveaux Pokémon. En parlant du Pokédex de Kalos, celui-ci est divisé en 3 parties, Kalos Centre, Côte et Mont. Et bien, parmi les Pokémon figurant dans le Pokédex Kalos Centre, tous les types sont représentés sauf le type glace. Toujours dans les types, c'est la seule région sans spécialiste notable du type spectre. Jusque-là, on avait Agatha, Mortimer, Spectra, Chimera et Anis, et après on trouve Margie, Alistair et Laïm. Et enfin, Kalos est également la seule région sans aucun distributeur automatique. Vous pouvez aller vérifier par vous-même, au pire des cas, il y a une page Bulbapédia qui les répertorie. Mais voilà, il n'y en a pas à Kalos. Avant de commencer pour de bon, on va parler vite fait de l'animé. Le premier et le dernier combat de Sacha à Kalos était contre Lem. Le premier dans l'épisode 800 Kalos où le rêve et l'aventure commencent qui est interrompu par la Team Rocket. Et le dernier dans l'épisode 939 Au revoir jusqu'au prochain combat qui est littéralement le dernier épisode du cycle. Enfin, c'est la région où l'on a croisé le plus de Pokémon chromatiques avec 10 spécimens. Allez, on commence à Bourg-Croquis. C'est la première ville de départ que Sacha ne visite pas dans la série. Elle sera plus tard rejointe par Paddockstone et évidemment Kuchalaga. La route 1 est la seule route numérotée des jeux de la série principale sans le moindre Pokémon sauvage. Sans compter celle de la ville noire qui évolue au cours du jeu, la boutique de Quarelis est celle qui propose le moins d'objets à la vente, tous jeux confondus, avec seulement des Pokéballs et des potions. Pendant le tutoriel de capture, le passe rouge de Kalem ou Serena utilisera toujours charge, il est programmé de la sorte. Ce qui veut dire que même si on triche pour changer la totalité de ses attaques, il utilisera quand même charge. Sur la route 2, le premier Pokémon sauvage rencontré sera toujours un Roucoule niveau 3 avec le talent Regard Vif, sauf si on triche bien sûr. Dans le centre Pokémon de Nevarto, à gauche on trouve des jumelles. Eh bien, si on possède un Pikachu dans notre équipe, le dialogue de la jumelle du bas sera différent. Sans Pikachu, elle nous demande si on en a trouvé un dans la forêt, puis elle nous dit qu'elle aimerait bien en avoir un comme ami. Et si on en a un, elle dit que son Pikachu était dans la forêt de Nevarto. Nevarto et Jadiel sont très similaires. Chaque ville abrite la première arène que le joueur rencontre et toutes deux sont connectées à 3 routes semblables. Les routes 22 de leur région qui mènent toutes les deux au checkpoint des badges pour la Ligue Pokémon, une route qui mène à une ville où on reçoit un starter de la première génération, Bourg-Palette pour Jadiel et Illumis pour Nevarto, et une route qui mène à une forêt sachant que les deux forêts en question ont le même plan et quasiment les mêmes Pokémon. Quand on arrive devant Violette, la championne de l'arène de Nevarto, on voit que le fond de sa tente est fermé, elle s'ouvrira quand on l'aura vaincue. Mais si on colle le fond gauche de la tente et qu'on va d'avant en arrière de façon à ce que la caméra monte et descende, on verra le fond de la tente disparaître pour laisser place au plancher du couloir qu'on peut voir une fois qu'on a battu Violette. Sur la route 4, Loïs, la roller skateuse, dit qu'elle utilise des rollers pour poursuivre les passes rouges. Le problème dans tout ça, c'est que sur la route 4, y a pas de passe rouge. Du coup, faut peut-être changer de stratégie. On arrive enfin à Illumis. C'est la plus grande ville du monde de Pokémon, tous jeux confondus. Enfin, il y a bien Messaledo qui est immense, mais bon, les échelles sont différentes et les consoles aussi. Au moins à Illumis, les PNJ sont pas à 2 FPS quand on s'éloigne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des 2 plus grandes villes du monde de Pokémon. C'est la seule ville où les noms des rues apparaissent en haut de l'écran. Les noms des avenues, donc Floréal, Thermidor, Vendémiaire et Ventose, renvoient à des mois du calendrier républicain, autrement appelé calendrier révolutionnaire, qui a été conçu pendant la Révolution française, qui est entrée en vigueur au lendemain de l'abolition de la monarchie et qui a été lui-même aboli en 1806. Vendémiaire correspond à un mois allant de septembre à octobre, Ventose de février à mars, Floréal d'avril à mai et Thermidor de juillet à août.
On a donc un mois par saison, ce qui correspond au nom des avenues dans les versions anglophones et japonaises, sachant qu'en japonais, les noms des avenues sont directement les noms des saisons en français transposés en japonais. Par exemple, l'avenue Thermidor qui correspond à l'été s'appelle Ete Avenue en japonais. Une PNJ dans le centre Pokémon de la Place Rose dit que Blue est venu à Kalos pour étudier et qu'il a appris à dire bonjour, mais qui dit à boire au lieu de dire au revoir. Il y a aussi un éleveur juste à côté qui dit que la Team Plasma a fait parler d'elle à Unis il y a pas si longtemps. L'avenue Ventose est la seule avenue sans le moindre arrêt de taxi. C'est la première ville à avoir eu plusieurs centres Pokémon. D'ailleurs, avec Ikeunam, elle est celle qui en possède le plus avec 3 centres. Illumis et Lavandia sont jumelés. Voilà, ça sert à rien comme info, mais elle existe. D'ailleurs, les deux sont des grandes villes avec un champion de type électrique, et si on prend Lavandia des remakes, les deux sont très développés. Comme dans toutes les autres versions où elle apparaît, la bicyclette possède son propre thème. Sauf que si on monte dessus dans Illumis, la musique ne changera pas. On trouve des clôtures entourant les zones d'herbe autour des pieds de la tour prismatique. Quand on fait face à la tour avec l'allée entre les places jaunes et vertes dans notre dos, il est possible de passer à travers les coins des clôtures entourant le chemin. Dans le musée d'Illumis, la top dresser qui donne la CT82 Dracoqueux dit que son Pokémon l'a appris au village des dragons, qui apparaît dans le cycle 4 de la série Noir et Blanc. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, Watson le mentionne également dans un flashback. Allez, on va terminer avec la gare d'Illumis. Sur le quai du Haut, une PNJ dit que le train le plus rapide du monde pourrait aller à 500 km/h, alors que le train magnétique reliant Doublonville et Safrania peut aller à 550 km/h. Donc voilà, elle devrait plutôt se renseigner avant de dire de telles conneries. Derrière le panneau d'affichage du Haut, on peut lire un message caché qui dit « Besoin d'aide, point de rendez-vous habituel ». Et c'est tout, on n'en sait pas plus, c'est un peu dommage. Batisque est la seule ville de Kalos qui n'est pas apparue dans l'animé. Fort Vanitas est la seule ville du monde de Pokémon où le spécialiste des noms se trouve dans un centre Pokémon, si on ne compte pas Jack dans Épée et Bouclier qui sert à tout faire, puisqu'il remplace à lui seul le spécialiste des noms, l'effaceur de capacités, le maître des capacités et souvenirs. Bon, on va voir que, comme pour les régions précédentes, la carte de Kalos a été faite par des gens bourrés. Selon celle-ci, la route 6 serait reliée au Fort Vanitas, alors qu'en réalité, la sortie sud de la route 6 débouche sur la route 7. Pareil, on peut voir sur la carte que la cave connectaire est uniquement reliée à la route 7 et à Relifac le Haut, alors que la sortie sud-ouest mène à la route 8. On voit aussi que sur la carte, la baie Azur donnerait sur Port-Ampère, alors que pas du tout, puisqu'au sud, on arrive sur la route 12. Enfin, la route 16 ne relie pas Illumis et la Frescale, contrairement à ce qu'on peut lire sur la carte. En réalité, la route 16 relie Illumis et la route 15. La route 6 est le seul lieu à Kalos où la caméra ne change pas d'angle pendant un affrontement, et où les Pokémon n'ont pas d'animation d'attente pendant le combat. Si on possède ou pas, alors un PNJ apparaîtra dans la chambre la plus à l'ouest du second étage du palais chef-d'œuvre. Il nous parlera de ou pas et nous donnera tout un tas d'informations à son sujet et sur ses anneaux. Dans les versions X et Y, si on passe à proximité d'un panneau, la tête de notre personnage se tourne dans sa direction, ce qui nous permet de le lire si on interagit avec. Sauf que si on passe devant le panneau de la pension de la route 7, la tête de notre personnage ne se tournera pas, sachant que sur la même route, on trouve le panneau du château de combat qui lui fonctionne comme tous les autres. Maintenant, un peu de musique. Roche-sur-Glyphe et Quarelis partagent le même thème musical. Idem pour la grotte miroitante, l'intérieur de la caverne gelée, la route 20 et la forêt de Nevarto qui partagent également leur thème. L'extérieur de la caverne gelée, quant à elle, a le même thème que les routes 15 et 16. On a aussi la route 14, la cave connectaire et la grotte étincelante qui sont dans le même cas. Encore pareil pour l'usine de Pokéball et la centrale de Kalos. Et enfin, c'est la même chose pour Moseim et Fort Vanitas. Ouais, ça fait beaucoup de musique réutilisée, c'est un peu dommage. Sur la route 10, on trouve ce randonneur qui nous parle de quelqu'un qu'on connaît bien. Il nous dit que Nikolai lui aurait expliqué que les alignements des pierres de la route 10 permettraient de produire de l'énergie. Toujours sur la route 10, on affronte Nigel le kinésiste. Mais dans la version anglophone de Pokémon X et Y, il dit « Wouah, ton niveau de puissance est incroyable, il est supérieur à 9000, c'est sûr ». Bon, il le dit en anglais, mais vous avez compris. Les plus cultivés d'entre vous auront de suite reconnu la référence au même It's Over 9000 de Végétal, le prince des saillants. Dans le centre Pokémon de Yan 13, un punk parle d'un jeu trop délire où on choisit une musique avant de dégommer des ennemis en rythme, ce qui fait référence à Harmonite, un jeu de rythme et de plateforme développé par Game Freak sur 3DS et sorti un an avant X et Y. Plus tôt, on a parlé des spécialités culinaires de la région, mais bien que le sablé Yan 13 soit décrit comme une spécialité d'Yan 13, on peut pas en trouver à Kalos. Port-Ampère est la seule ville du monde de Pokémon qui est composée de 2 zones géographiques distinctes, puisqu'elles sont séparées par le monorail. Port-Ampère est aussi la seule ville comprenant un hôtel, mais où Pearson Love, donc ce gars, n'a pas de chambre. Enfin,
Peut-être qu'il en a une, j'en sais rien, mais en tout cas, il est pas dans l'hôtel, puisque dans la chambre qu'il occupe habituellement, on trouve le réalisateur du jeu qui nous donne les certificats pour avoir complété les différents Pokédex. Du coup, à Port-en-Père, on le rencontre dans le centre Pokémon. Dans la maison de droite au sud du centre Pokémon de Port-en-Père, là où on peut obtenir le Poképlumet, on trouve ce PNJ qui nous propose d'écouter sa chanson « Ceux qui savent sauront ». Rien à voir avec Tandem. Si on accepte de l'écouter, le jeu lancera l'OST Émotion de Noir et Blanc. Bon, je suis pas certain du nom français de la piste, mais sinon c'est An Unwavering Heart en anglais. Ce PNJ est un avatar de Shota Kageyama, le directeur audio des versions X et Y et l'auteur de l'OST dont je ne reprononcerai pas le nom, mais par contre je peux vous la faire écouter, c'est celle-ci. Toujours dans le même thème, à Offrac-les-Congères, dans la maison de droite au nord du centre Pokémon, il y a cette PNJ qui nous propose d'écouter la première chanson qu'elle a composée. Si on accepte, on entendra ce thème. Vous l'avez reconnu, c'est le thème de Félicité remasterisé. Cette PNJ représente Hitomi Sato, la compositrice de cette OST. D'ailleurs, quand on lui parle, elle nous dit que cet endroit lui rappelle une région très froide et très lointaine, et on sait que Sinnoh se trouve au nord et qu'il y fait froid. À Romans-sous-Bois, on trouve sur l'arbre collé à l'arène une grande horloge. Sauf que celle-ci va jusqu'à 13h au lieu de 12. Et d'ailleurs, elle indique toujours 13h pile. Alors, ça pourrait renvoyer à plusieurs folklores. Par exemple, il est dit que l'heure des sorcières ou des démons, voire carrément du diable, serait, selon les croyances, la première heure après minuit ou entre 3h et 4h du matin, lorsque la magie noire et les créatures surnaturelles sont au maximum de leur puissance. Certains pensent aussi que la 13e heure pourrait représenter le moment où le royaume des fées et celui des humains se rejoignent. Et enfin, il y en a qui croient que le designer de l'horloge et celui de la carte sont une seule et même personne, et ça expliquerait pourquoi elle va jusqu'à 13h. À Flussel, dans la première maison au sud de l'arène, on rencontre un vieil homme qui nous dit qu'il se sent seul depuis que sa femme est décédée. Du coup, il nous demande si on voudrait bien lui donner un Pokémon de niveau 5 ou moins pour lui tenir compagnie. Donc moi je lui donne un vieux Lépidonie parce qu'il est hors de question que je donne un Pokémon utile à un vieux qui va bientôt clamser. Et c'est le cas de le dire parce que si on bat la ligue Pokémon et qu'on revient dans cette maison, on trouvera la Pokéball du Pokémon qu'on lui a laissé sur le sol avec une lettre dans laquelle le vieil homme nous remercie car grâce à nous et à notre Pokémon, ces derniers jours ont été remplis de joie et de rire et qu'il peut partir heureux. Pour nous remercier, il nous offre un morceau comète. Mais du coup, si on lui donne jamais de Pokémon, il mourra pas. Du coup, faut voir si sa vie vaut plus ou moins que 15 000 Pokédollars. En vrai, ça se discute. Sur la route 18, il y a 5% de chance de rencontrer un Afflamanoir au milieu d'une horde de fermites. Mais en raison de leur rivalité naturelle, les fermites vont attaquer l'intrus. On peut observer le même phénomène sur la route 8 où, suivant la version, on a 35% de chance de rencontrer un Sévipère au milieu de 4 Mangrifes ou un Mangriffe au milieu de 4 Sévipères. Et encore une fois, l'intrus se fera attaquer. Après qu'on l'ait vaincu à Moseim, le professeur Platane nous dit « Au fait, j'ai caché un petit trésor dans cette ville, tu ne voudrais pas essayer de le retrouver ?» Et quand on interagit avec la case la plus à gauche du banc qui nous fait face, le plus à droite du quai de la gare de Moseim, attention c'est très précis, on peut lire un message caché du professeur Platane pour lui-même dans le futur. Il se pose lui-même des questions, notamment sur la nature et l'accomplissement de ses rêves, puis il se rappelle qu'il doit profiter de sa vie au maximum. L'arène d'Offrac-les-Congères est la première arène de type glace qui n'est pas la 7ème arène de sa région. C'est également la première arène de type glace qui n'est pas faite d'un puzzle de glace. Un vénérable au nord-ouest du centre Pokémon d'Offrac-les-Congères dit que son enfant doit avoir notre âge et qu'il a aussi commencé son voyage à Bourg-Croquis. Pour parler de son enfant, il utilise toujours un pronom du sexe opposé au nôtre. Il s'agit certainement du père de Kalem ou Serena. Cette hypothèse est renforcée par le professeur Platane qui dit, lors de notre première visite à Illumis, que le père de notre rival est un vénérable. Dans la porte entre Offrac-les-Congères et la route 21, on trouve un dresseur en herbe qui dit que son Pokémon s'appelle Walker Jab. On est d'accord, c'est un nom bizarre, autant l'appeler Johan. Sauf que dans les autres langues, son surnom cache une petite référence. Dans les versions anglophones, japonaises et coréennes, son Pokémon s'appelle Sepalutola, une référence au dos des boîtes japonaises des versions rouges, vertes et bleues, où l'on peut voir un screen d'un salamèche nommé Sepalutola. Dans les versions allemandes, il s'appelle Misty, soit le nom anglais de Ondine, et en espagnol, il s'appelle Ash Ketchum. Là, je pense pas avoir besoin de dire de qui il s'agit. La route 20 est la seule route numérotée du monde de Pokémon qui soit également une forêt.
Une fois qu'on a vaincu la ligue, on peut se rendre dans la grotte inconnue pour y rencontrer Mewtwo, exactement comme à Kanto, puisque le nom de la caverne azurée dans les versions de la première génération était la grotte inconnue. Sur la route 22, après avoir utilisé Cascade, on peut affronter les top dresseurs Alain et Hitomi. Sauf que leurs Pokémon sont entre les niveaux 29 et 31, ce qui correspond au niveau des dresseurs accessibles avec uniquement la CS Surf. Pareil, les Pokémon dans les herbes jaunes qui ne sont aussi accessibles que grâce à Cascade sont entre les niveaux 25 et 27, ce qui correspond encore une fois au niveau des Pokémon sauvages que l'on affronte une fois la CS Surf obtenue. La CS Cascade, quant à elle, nécessite le 8ème badge pour être utilisé hors des combats, donc ça fait pas vraiment sens, mais ça laisse penser qu'il était certainement prévu qu'à la base, cette zone soit accessible uniquement grâce à Surf. La route victoire de Kalos est celle avec les Pokémon sauvages et les dresseurs au niveau les plus hauts de toutes les routes victoire, avec le flambusard de Sayuri la Vénérable au niveau 61 et les tartares sauvages qu'on peut trouver au niveau 60. Dans les versions anglophones, dans la route victoire, Bart le peintre s'appelle Vincent, certainement une référence à Vincent Van Gogh. Et enfin la dernière, c'est la Ligue Pokémon au plus haut niveau dès le premier affrontement, toute région confondue, avec uniquement des Pokémon au niveau 63 et 65 pour le Conseil 4. En dehors de cette région, le Pokémon d'un membre d'un Conseil 4 au plus haut niveau est l'Archéodonte de Lucio, au niveau 63. Et du coup, c'est la même chose avec Dianthea, qui est le maître le plus puissant lors du premier affrontement, avec des Pokémon entre les niveaux 64 et 68, juste devant le Karchakroc de Cynthia, au niveau 66. D'ailleurs, je précise qu'on prend pas en compte la Ligue Myrtille, puisque techniquement, elle appartient au post-game. Et voilà ce qu'il en est pour Kalos. Il reste encore certainement des choses à dire, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, vous savez bien que je lis tout. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité, et si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner si vous aussi il vous arrive de vous abonner à des chaînes YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.